Ok, là ça commence. Ouais, c'est bon. Parfait, ok. Du coup, je vous présente l'association, c'est ça? On peut commencer avec votre cheminement. Expliquez-nous votre cheminement, comment vous vous êtes rendu en fait à travailler ici. En tant que travailleur social, comment je suis arrivée à l'association? Ouais, c'est ça. D'accord, donc du coup, j'ai fait des études de conseillère en économie sociale et familiale. Et j'ai été embauchée une première fois l'année dernière, en 2015, à l'association. Donc c'était simplement, j'ai simplement répondu à une offre d'emploi. Ce qui, moi, m'intéressait, c'est de travailler avec les jeunes surtout, en fait. J'ai découvert plus ce qu'était réellement le refuge et quel était le travail qui se faisait lors de l'entretien d'embauche, lorsque Clio et ma collègue m'ont reçue. Où là, du coup, effectivement, j'ai compris que c'était des jeunes, mais c'était surtout des jeunes en rupture familiale en raison de leur orientation sexuelle. Donc, dans un premier temps, j'étais un peu surprise, parce que bien consciente qu'en France, il y a de l'homophobie, de la transphobie, ça c'est sûr, mais pas à ce point-là au milieu familial, en fait. Parce que là, on parle vraiment des parents, de la famille proche. Donc ça m'a un peu surprise, et du coup, ça m'a encore plus intéressée. Et, c'est comme ça que j'ai commencé, donc j'ai travaillé pendant 1 an en CDD. Ensuite, sur le plan personnel, j'ai fait le choix de partir 1 an à l'étranger. Et je suis revenue là il y a 1 semaine. Voilà. Vous êtes allée où? En Nouvelle-Zélande. Ah ouais. Voilà. C'était pour le travail ou... C'était plus sur le plan personnel, apprendre l'anglais. Parce que du coup, ici, au refuge, la première année, quelque chose qui a été difficile, c'est qu'on a eu beaucoup de personnes qui provenaient de l'étranger en fait. Et quand ils arrivaient, ils ne maîtrisaient pas le français encore. Du coup, il fallait communiquer en anglais. Et à ce moment-là, je ne maîtrisais pas suffisamment bien l'anglais pour le faire toute seule. Du coup, c'était un problème dans mon travail parce que j'étais obligée d'avoir quelqu'un qui traduisait avec moi. Ouais. Et des fois, on aborde des sujets qui sont compliqués et c'est pas évident parce qu'il y a la traduction en plus. Donc, je voulais vraiment progresser en anglais pour pouvoir être autonome là-dessus en fait. Donc, voilà. Puis, on se demandait, qu'est-ce qui fait que vous tenez cette cause autant à cœur? C'était un événement, des proches qui ont été touchés? Non, pas particulièrement. Si vous voulez, je prends un exemple très simple, c'est que lors de mon entretien d'embauche, on m'a demandé ce que je pensais de l'homosexualité et je me suis rendu compte que j'en pense rien en fait. Donc voilà, clairement, je fais peut-être partie d'une génération où c'est pas un problème, c'est même pas une question en fait, on n'en parle pas parce qu'il n'y a rien de normal. Voilà, c'est comme ça, c'est dans la vie, c'est tout. Et du coup, le fait de savoir qu'il y avait une association qui travaillait pour aider des jeunes qui étaient vraiment en difficulté pour cette raison-là, ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là. Donc j'aimerais bien apporter ma pierre à l'édifice. Pourquoi, selon vous, la France est aussi... on ne veut pas généraliser, mais mettons à Paris, on voit que c'est quand même assez plus difficile dans certaines situations pour... les personnes qui sont homosexuelles, comparé, mettons, nous au Canada, qui sont assez ouverts, ce serait quoi, d'après vous, les facteurs premiers de ça? Alors ça, c'est une très bonne question. Comment, selon vous, là? Je dirais que il y a quelques années, c'était pas forcément le cas, en fait. Il y a toujours eu de l'homophobie, de la transphobie en France, ça. C'est quelque chose de sûr. Exactement. Je pense que la loi, ça a été un élément déclencheur où en fait, on a amené la société française à devoir avoir une opinion. On a obligé les Français à avoir une opinion sur l'homosexualité. Là où peut-être des gens n'en avaient pas en fait au départ, où ils ne se posaient peut-être pas la question. On a mis en lumière un sujet qui a fait débat, où il y a eu beaucoup de positionnements différents. Et le sentiment par rapport à ça, et là je parle en mon nom, pas en nom de l'association, parce que l'association est apolitique, donc ne se positionne pas du tout par rapport à ce genre de sujet. Mais je dirais que les gens ont pensé pouvoir parler librement en fait, que ça soit sur le plan positif comme sur le plan négatif. Le sentiment principal, c'est ça, c'est que tout était permis, on pouvait tout dire, comme c'était, que ça soit politiquement correct, que ça soit moralement correct ou pas, ça n'avait pas d'importance, on s'est permis d'employer des propos et de libérer une parole
sur lequel c'était pas le cas, je pense. D'accord. Puis, est-ce que vous avez pu préciser, ça fait combien de temps environ que vous travaillez Du coup, si on compte la première année, ça fait un peu plus d'un an, du coup, avec une interruption d'un an. Ça, donc, vous n'avez pas vraiment pu remarquer une évolution depuis l'adoption de la loi. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler, la loi, elle avait déjà été adoptée depuis quelques temps. Ce que j'ai compris, c'est que là où on pensait que c'était peut-être quelque chose de très important pour les personnes homosexuelles et qu'il fallait impérativement en parler, etc., c'est pas forcément le cas en fait. Parce que le sentiment, c'est que c'est... Voilà, on a posé... Comment expliquer ça? On a vraiment obligé à porter un regard là-dessus et c'était pas ce qui était souhaité en fait. Du coup, j'ai pu en parler un peu avec certains jeunes de l'association qui m'ont dit mais nous clairement ici on a d'autres problèmes en fait. On a des problèmes plus importants que ça, donc on va déjà s'occuper de ça et on aura une opinion, on se penchera sur cette question-là plus tard, quand on aura réglé nos propres problèmes à nous. Voilà, on verra ça à ce moment-là. Clairement ici, dans l'association, déjà comme je l'ai dit, l'association elle est apolitique, donc voilà. Et les jeunes, ils en sont pas là. C'est pas une question dans leur vie qui est... c'est des sujets qu'on est susceptible d'aborder, mais comme la réponse qu'on a généralement, c'est voilà, on a autre chose à s'occuper pour l'instant en fait. Donc, vraiment, le but de l'organisme du refuge, dans le fond, c'est vraiment d'aller aider les jeunes. Le plus souvent, là, ça se peut que vous ne puissiez pas répondre, si des fois c'est correct. Souvent, ça ressemble à quoi les difficultés ça ressemble à tout. On a vraiment tout. C'est-à-dire qu'on a peut-être plus de garçons que de filles. Même si depuis quelques temps, il semblerait que ça change. Par rapport à l'année dernière où j'étais là, on a plus de filles en ce moment. Et après, on a tous les milieux sociaux, toutes les religions, parfois pas de religion. On peut avoir des jeunes issus de familles très aisées, comme de familles très pauvres, de tous les coins de la France. C'est vraiment sur ça, ils sont sur un pied d'égalité. Il n'y a pas un pourcentage qui va être plus important qu'un autre. On a des personnes d'origine française, on a des personnes d'origine étrangère, des personnes qui sont déjà en situation régulière, d'autres qui sont en situation irrégulière. C'est vraiment très, très diversifié. D'accord. Puis est-ce qu'il y avait justement un cas ou un jeune qui vous a marqué sans dire de nom. Je dirais que ma position de travailleur social déjà ne me permet pas particulièrement de parler de situation. Mais pour répondre en partie à votre question, toutes les situations sont marquantes en fait. Toutes parce que ce sont des jeunes, parce qu'il y a cette caractéristique liée à la famille qui est quand même très violente. Se faire rejeter par sa propre famille, c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Et ils ont tous un parcours très différent en fait. Chaque situation est unique. Et dans chaque situation, il y a quelque chose qui nous touche à un moment donné, c'est ça. Et c'est peut-être pas, puisque vous travaillez ici depuis un an, la fondation, c'était quoi le but au départ? Alors, l'association, elle a été fondée en 2003. Et à l'origine, c'est des bénévoles en fait. À l'origine, c'est quelque chose de tout petit. Ils ont pu être confrontés soit sur le plan personnel ou ont pu rencontrer les situations auxquelles on est confrontés tous les jours. On a décidé à un moment donné de mettre des choses en place en fait, et de créer cette association. Donc elle a été créée à Montpellier en 2003 et petit à petit, en se faisant connaître, grâce à des dons privés de particuliers, mais aussi grâce à des subventions de l'État ou de fondations comme la Fondation Abbé Pierre par exemple, ça s'est développé petit à petit. Et donc du coup, je peux vous donner un petit dépliant où vous avez toutes nos structures en fait. Aujourd'hui, on est présent presque dans toute la France et on a encore des projets de structures qui se développent en fait. Et selon vous, comment pensez-vous que la situation des homosexuels pourrait s'améliorer, comme des étapes par exemple à faire ou
voulez dire dans la société française en général? Ouais, ou en dans notre général, que association? ce soit au niveau social, politique, peu importe. Ça, c'est une très bonne question également. Je dirais que nous, au niveau de l'association, déjà, on essaye de sensibiliser un maximum le grand public. Donc l'association, elle est médiatisée de plus en plus. Il y a aussi beaucoup de personnalités françaises qui nous soutiennent et qui n'hésitent pas à être présentes lors d'actions. Tous les ans, on met en place le spectacle du refuge. Du coup, on invite nos partenaires, nos personnalités politiques, des choses comme ça, qui nous permettent aussi de faire entendre notre voix. Au-delà de la médiatisation, on intervient au milieu scolaire aussi. Donc il y a des bénévoles et des professionnels qui ont reçu une formation spécifique. Et donc la plupart du temps, c'est sur demande, mais on intervient dans des collèges et lycées sur la question de l'homophobie et de la transphobie, puisqu'on se rend compte aussi que parfois c'est de la méconnaissance, et que quand on creuse et qu'on présente les choses sous un angle différent, la différence, elle n'existe peut-être pas vraiment en fait. Donc l'intervention en milieu scolaire, on cherche vraiment à le développer parce que c'est quelque chose qui marche bien. Et on a beaucoup de demandes aussi de la part d'établissements scolaires pour intervenir. Puis justement, on dit que vous avez beaucoup de demandes, puis que l'organisation va souvent dans les écoles, dans le milieu scolaire. Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres organisations qui ont la même mission que vous, qui sont aussi appelées? Mis à part le refuge. Ouais, mis à part le refuge. En France, une association contre féminine d'utilité publique, c'est la seule. C'est la seule en France qui travaille sur cette spécificité-là. En revanche, on travaille avec énormément d'organisations du secteur social en général. Là, notamment sur Paris, tout ce qui est question de l'emploi, on va travailler avec les missions locales, avec Pôle emploi aussi. Pour ce qui est question du logement, on va travailler avec le SIAO, c'est un organisme spécifique du logement sur Paris. Voilà, on travaille en fait. L'association ne pourrait pas travailler toute seule. Donc, on a un réseau partenarial assez important et on essaye aussi de communiquer avec nos collègues travailleurs sociaux qui sont issus d'autres organisations qui nous permettent d'accompagner les jeunes au mieux parce que les travailleurs sociaux, on n'a pas la science infuse. Il y a des domaines sur lesquels on ne peut pas intervenir, on n'est pas suffisamment compétent. Donc, on travaille avec d'autres personnes de l'extérieur et c'est le cas pour toutes nos structures en France en fait. C'est une grosse partie de notre travail. Vous parlez d'emploi justement, est-ce que vous voyez beaucoup, est-ce que vous considérez que l'homophobie au travail est assez flagrante par rapport à... je ne sais pas si elle est flagrante, mais elle existe, oui. Elle existe. Est-ce que vous diriez que ça a assez changé depuis, mettons, 2013, après la loi sur le mariage pour tous? Je sais pas trop quoi répondre à votre question, parce que pour être honnête, moi je travaille plus sur la question du logement et du budget. Néanmoins, on a constaté dans l'accompagnement des jeunes ici de l'homophobie au travail, que ça soit à l'embauche ou plus tard, une fois que le jeune est employé, salarié. Là où c'est plus flagrant pour moi, c'est sur la question de la transidentité plutôt. Où là, réellement, on a pu faire face à de réelles discriminations très violentes, de grosses difficultés. Mais clairement, oui, l'homophobie à l'embauche comme dans le milieu du travail, elle existe. C'est quelque chose sur lequel on essaye de travailler aussi. Et pourquoi avez-vous décidé, pas vous en particulier, mais le refuge de cibler les jeunes en particulier et pas le reste de la population? C'est peut-être pas forcément les jeunes qui ont été ciblés, c'est le caractère rupture familiale qui est très important en fait pour nous. C'est que voilà, les jeunes qu'on a accueillis ici, ils ont été rejetés par leur famille d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une mise à la rue claire, nette et précise, comme ça peut être aussi une influence psychologique au quotidien. C'est-à-dire qu'on a aussi eu des jeunes qui ont pas été mis à la porte, mais dont la famille n'acceptait pas l'orientation sexuelle, donc ils ne mangeaient pas à table avec eux, on ne lavait pas leur linge,
Voilà, ce genre de choses qui fait qu'à un moment donné, ils ont décidé de partir parce que c'était plus vivable pour eux. Et que c'était plus... ce que normalement apporte un foyer familial, ça ne leur rapportait plus. Ils ont pris cette décision. Donc c'est vraiment ces caractéristiques-là en fait qui est importante au refuge, c'est le fait qu'à un moment donné, le milieu familial, il y a une rupture, partielle ou complète. Et donc on accueille des jeunes qui effectivement sont jeunes, donc pas forcément qui n'ont pas eu le temps d'apprendre certaines choses, qui n'ont pas eu le temps d'apprendre à se débrouiller tout seuls, qui ne sont pas encore dans la vie active, qui sont des fois encore en train de faire leurs études, qui passent leur bac, voilà, qui ont vraiment besoin à un moment donné d'un soutien sur tous les plans pour pouvoir mener à bien leur projet en fait. Puis je sens que vous parlez vous aider les jeunes à sortir un peu de leur famille, en fait, qui sont rejetés, vous les aider. Puis je vois ici, est-ce qu'ils sont habités dans ce bureau? Alors ici c'est juste les bureaux, donc voilà. Là où nous on travaille et les jeunes viennent pour leur rendez-vous avec nous, faire des recherches sur l'ordinateur ou simplement passer du temps entre eux. Mais ils sont pas hébergés ici, on a 3 appartements en Ile-de-France, c'est des appartements de colocation. Donc ils sont 6 par appartement et ils sont 2 par chambre, c'est des appartements relativement grands où ils peuvent être en colocation. Et c'est financé par l'organisation? Alors en partie, il y a 2 de nos appartements qui nous sont loués par la RIVP, c'est un organisme de logements sociaux, et un autre qui relève du secteur privé, donc c'est un particulier qui a accepté de nous le louer. Et là encore, c'est réparti entre autres par des subventions, notamment des subventions de l'État. Et par aussi de certains, quand c'est nécessaire, l'association elle fonctionne 50% avec des dons faits par des particuliers. Okay. Donc ça c'est vrai que ça nous aide beaucoup. On utilise parfois pour financer les appartements. Okay. Après il y a d'autres, ça peut être aussi, ça peut prendre d'autres formes, comme par exemple la Fondation Abbé Pierre a financé mon poste. Parce qu'il n'y avait qu'un seul travailleur social et au regard du nombre de jeunes, c'était pas possible. Donc ils ont financé l'embauche d'un nouveau travailleur social à condition que celui-ci soit spécialisé sur le logement, c'est-à-dire s'occuper des appartements du refuge, mais aussi accompagner les jeunes vers la sortie du dispositif parce qu'ils ne restent pas éternellement ici. Après là, comme exemple, dernièrement on a participé à l'émission Touche pas à mon poste, une émission française, qui ont fait un don de meubles. Voilà. On fait un ton immeuble afin qu'on puisse réaménager les appartements. On a aussi obtenu une subvention l'année dernière pour repeindre, refaire l'intérieur des appartements parce que certains sont un peu vieux et du coup méritaient un petit rafraîchissement. Mais ouais, voilà, généralement on essaye de fonctionner comme ça. Et parmi les particuliers justement, c'est quoi le profil des donateurs ou des personnes qui travaillent ici en général, les bénévoles, disons. Les bénévoles, c'est des personnes qui à un moment donné ont entendu parler de l'association et souhaitent s'investir d'une manière ou d'une autre. Donc on a effectivement, je dirais, un pourcentage des bénévoles qui sont touchés par la cause parce qu'ils ont eux-mêmes qui ont la même orientation sexuelle, donc des proches sont touchés de ce fait-là. Mais pas que, on a aussi des personnes hétérosexuelles qui viennent, qui se présentent. Donc là, du coup, on a mis en place un système parce que l'association a été énormément sollicitée. Là, on a 40 bénévoles, donc ce qui est quand même, quand même assez important. Excusez-moi. C'est carré. Est-ce que si je paye, ça va faire pause ou... Ok. Ouais. Pas de problème. Oui, du coup, je vous disais... Les bénévoles. Oui, les bénévoles, pardon. Et donc, du coup, ils nous aident vraiment, vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas juste donner un coup de main, ils ont vraiment des missions qui sont spécifiques, à tel point qu'on a réparti les choses par pôle. C'est-à-dire qu'on a un pôle logement, donc c'est une équipe de 7 bénévoles qui rendent visite aux jeunes dans les appartements, s'assurer que tout va bien, que l'appartement est en état, que les règles sont respectées et qui essayent aussi de passer des moments conviviaux, donc un repas,
faire une petite activité, un jeu de société, ce genre de choses-là. Et du coup, avec qui moi je travaille aussi quand on a des situations compliquées, quand le règlement n'est pas respecté, ou quand on a un jeune qui va pas très bien et qu'on n'a pas vu depuis un moment parce qu'il reste renfermé à l'appartement. Voilà, on essaie de mettre des choses en place avec eux. Il y en a d'autres qui sont spécialisés sur l'emploi, donc qui viennent le lundi soir, passer 1 à 2 heures avec les jeunes qui ont besoin d'un coup de main pour faire un CV, une lettre de motivation, s'entraîner à un entretien. On a le pôle écoute aussi, donc ça ce sont des bénévoles qui ont reçu une formation spécifique à l'écoute.